島の東ロックス海賊団です。俺に続け、ロックス海賊団。おい待てロックス、誰が部下になった？ニューゲートったらあんたもなの？手に入れたもん勝ちだ。それでいいよな。何言ってるんだい。俺がいただく。お前は無意味だろリンリー。西尾海岸に要注意。ロジャー海賊団です。1年だぞ。俺が一体どんな気持ちで過ごしたか。今日は荒れそうだな。ロジャー、この剣に船長特権はねえからな。行くぞ野郎だろ。どこだ？ロジャーの居場所を教えろ。助かった。待てロックス、邪魔だロジャー。この事件は歴史の闇に消えてゆく。Au cœur du tumulte des mers, un remous colossal s'annonce. Et si, dans la prochaine bourrasque de chapitres, Oda dévoilait enfin le choc titanesque de God Valley? Une bataille où l'histoire a forgé la géopolitique même du monde actuel. Quel visage prendra la puissance quand le rideau se lèvera sur Roger, Garp et Rox et que ses ombres deviendront chères? Pendant que l'auteur pianotait jusqu'ici sur le hors-champ pour préserver le mystère, ce flashback pourrait briser la digue, rehausser l'échelle du haki et éclairer d'un seul éclair les rivalités légendaires. Mais alors, 10 chapitres dédiés ou un résumé fulgurant? Quelle durée? Quel découpage? Quel duel pivot entre tous ces grands noms? Xebec, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, Roger, Rayleigh, Gaban, Garling ou encore Garp. Tous étaient présents. Et si le rôle d'Elbaf n'était pas une simple escale, mais un tremplin vers la guerre finale, dressant géants, armantiques et alliances pirates contre l'ordre céleste. Chaque choix d'Oda fait tanguer l'avenir. Trop de lumière et le plafond de puissance explose, trop d'ombre et l'attente s'érode. Entre frustration et saturation, le maître marche sur une corde raide, prêt à redistribuer les cartes jusqu'au dernier chapitre. Prêt à sonder cet épicentre narratif et à mesurer l'onde de choc qui s'annonce? Hissez les voiles et plongeons ensemble dans le mystère de God Valley. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous appréciez One Piece et mon contenu, manifestez votre soutien en partageant, en vous abonnant à ma chaîne, en activant la cloche et en laissant un commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car chaque geste est un acte gratuit qui contribue à l'épanouissement de la communauté et récompense l'effort colossal déployé pour créer cette vidéo. Merci à tous ceux qui le feront, et bonne vidéo! つまり真相はゴッドバレーにて天竜人とその奴隷たちを守るため、そこに居合わせたガープとロジャーが手を組み、ロックス海賊団を打ち破った事件。 Et si, dès la toute prochaine tournée de page, Eiichiro Oda levait enfin le voile sur le combat qui a façonné l'équilibre du monde. Fini les zones d'ombre et le hors-champ avec une plongée frontale dans l'affrontement de God Valley. Un tel dévoilement ne serait pas qu'un prolongement logique d'un flashback spectaculaire. Il rabattrait toutes les cartes de la mise à l'échelle de puissance, éclairerait les vieilles rivalités et poserait les jalons de la guerre finale. En somme, comprendre God Valley, c'est comprendre pourquoi la saga se terminera comme elle doit se terminer. Pour mesurer l'onde de choc que provoquera ce flashback, on va procéder étape par étape. L'historique des combats hors champ et comment Oda s'est toujours arrangé pour cacher le plafond de puissance et pourquoi God Valley doit briser cette habitude. Ensuite, le calendrier possible du flashback, nombre de chapitres, découpage et où Oda pourrait choisir de couper ou pas, puis l'analyse combat par combat, Roger, Garp, Rox, mais aussi Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, qui affronte qui et pourquoi c'est crucial pour la narration. Enfin, le rôle d'Elbaf dans l'équation, non pas simple interlude, mais tremplin vers la dernière guerre mondiale. Restez jusqu'au bout, car vous repartirez avec assez de munitions théoriques pour alimenter les débats jusqu'au prochain chapitre, et peut-être même jusqu'à la révélation finale du One Piece. Depuis plus de 25 ans, Eiichiro Oda met en scène ses batailles comme un chef d'orchestre qui, quand c'est nécessaire, baisse le rideau au moment du crescendo. Roger contre Barbe Blanche réduit à un fracas d'armes et quelques éclairs de haki. Oden contre Kaido à un seul coup d'épée qui fend l'impossible. Shiki face à Garp et Sengoku expédié en quelques cases. Ces coupes ne sont pas des renoncements, mais une stratégie pour préserver le cap maximal du haki.
ce plafond invisible qui électrise l'imaginaire et maintient la tension en permettant à chaque nouvelle démonstration d'être la plus impressionnante à ce jour, sans contredire la précédente. Car montrer un combat en entier fige les barèmes, quand le hors-champ, lui, nourrit le mystère. Rien, jusqu'ici, n'obligeait Oda à tout révéler. Les légendes s'entrechoquaient en ombre chinoise sans pénaliser le présent du récit. Mais God Valley, pivot de la géopolitique mondiale et nœud des rivalités Roger, Rox, Garp, porte un poids symbolique tel que continuer de masquer l'affrontement reviendrait à laisser l'un des derniers grands mystères dans l'obscurité au moment même où la saga réclame de la lumière. Oda avance donc sur une corniche. Le vide le guette des deux côtés et le flashback de God Valley l'obligera à trancher. Dévoiler enfin la bataille une bonne fois pour toutes ou perpétuer le hors-champ. Couper encore, après tant de roulements de tambour, risquerait d'éroder la hype et laisser un goût de tout ça pour ça. Tout montrer, à l'inverse, exposerait le véritable plafond de puissance et forcerait à surenchérir pour Imu et Joy Boy au risque de l'inflation. Car si Roger déchire le ciel d'un revers et Rox pulvérise des montagnes, que restera-t-il pour paraître plus cataclysmique demain? God Valley est ainsi un exercice d'équilibriste. Trop de voiles et la magie s'éteint, trop de lumière et l'escalade devient impossible. L'enjeu pour l'auteur est de trouver l'angle qui éclaire assez pour honorer des années d'attente tout en gardant la marche pour le climax final. Cette tension, entre frustration et saturation, fait de God Valley l'un des paris narratifs les plus périlleux de la série. L'auteur a, selon moi, deux voies pour mettre en scène cette bataille. D'un côté, 10 chapitres entièrement consacrés à God Valley, un mini-arc qui alternerait les points de vue de Roger, de Rox et de Garp, avec Roger qui doute, Rox qui jubile, Garp tiraillé entre devoir et instinct de sauveur, permettant ainsi à Oda de tisser des liens émotionnels inédits. La première étincelle d'amitié entre Roger et Garp, l'instant où Barbe Blanche comprend que Rox va trop loin, l'horreur des enfants esclaves qui plantera la graine de la révolution chez Kuma, bref, un festival de révélations, de haki en fusion et de clin d'œil au futur. Un apothéose situé dans le passé, au prix d'un volume entier, sans progression de la timeline présente, mais au bénéfice d'une immersion et d'une charge émotionnelle qui justifierait l'arrêt sur image. A l'opposé, Oda pourrait maintenir sa logique d'ellipse, suivre l'histoire jusqu'au fracas des épées, puis laisser Sengoku, Garp ou un narrateur anonyme en résumer l'issue en quelques pages, avec la dissolution de l'équipage de Rox, l'ascension de Garp au rang de héros et les détails demeurant mythes. L'avantage serait un gain de temps qui ramènerait le récit au présent en 2 chapitres et conserverait des cartouches pour plus tard. L'inconvénient serait une frustration peut-être intenable après Wano, Egghead et l'annonce d'une saga finale, tant le public supportera difficilement un nouveau hors-champ. Or, en phase finale, chaque chapitre compte. Les lecteurs sentent que le rideau va tomber et réclament les ultimes pièces du puzzle. God Valley n'est pas un flashback décoratif, mais l'instant zéro de la géopolitique moderne de One Piece. Et refuser de le montrer reviendrait à retirer la pierre angulaire de la cathédrale narrative. D'autant que Luffy et ses pairs touchent désormais le niveau ultime. Si bien que dévoiler la pleine puissance de Roger et de Rox ne briserait plus l'échelle de puissance, il l'ancrerait. Pour toutes ces raisons, beaucoup parient et espèrent un flashback long format, quitte à patienter quelques mois avant de reprendre le fil à Elbaf. Pour comprendre la dynamique des combats de God Valley, il faut d'abord cartographier les forces, qui commande, qui obéit, qui conteste. Au sommet de la volière de monstres qu'étaient les Rox pirates, trône Rox d'Ixébec. Ambition cosmique, acquis débordant, statut de capitaine incontesté jusque par Barbe Blanche et danger existentiel pour le gouvernement mondial. Juste en dessous, presque ex aequo, 2 titans. Le jeune Barbe Blanche, peut-être déjà porteur du Gura no Mi, souverain du corps à corps et d'une endurance hors norme, et Shiki, avec ses sabres jumeaux en main, un haki canalisé et une gravité sous contrôle grâce au Fuwa no Mi. 2 profils différents, mais une même capacité à balayer tout le monde d'un revers. Ensuite vient Hache d'Argent. On ne sait presque rien sur lui, mais l'ordre choisi par Sengoku pour présenter l'équipage des Rox, et leur nom hiérarchisé avec Shiki le Lion d'Or et Hache d'Argent, rappelle ce qu'Oda a fait pour l'équipage de Roger avec Gold, Silver et Scopper. Palier suivant, Big Mom, à peine 20 ans, sans la ménagerie de Whole Cake Island, mais avec sa force brute et le Solu no Mi, déjà au niveau amiral. Face à ceux au-dessus, elle perdrait sans doute d'un cheveu. Contre quiconque en dessous, elle l'emporterait. A partir d'ici, la grille devient spéculative. Ochoku, le capitaine John, et Gangzui devraient se situer entre Big Mom et le reste de l'équipage. Un cran derrière, Kaido adolescent, encore sans fruit, prometteur mais loin du monstre qu'il deviendra. Puis Gloriosa pour fermer les tranches des commandants hauts.
Pensez à une boa Hancock sans le Meromero Nomi, avec un haki rivalisant déjà avec celui des vice-amiraux actuels, de quoi dominer la plupart des pirates de Grand Line. Enfin, les seconds couteaux, Streusen et Bakin, manifestement moins menaçants. Visualisez l'échelle. Rox au zénith, un duo barbe blanche Shiki qui tutoie son trône, puis Hache d'argent, Big Mom en dessous, puis Kaido à dos et Gloriosa, et en bas, Streusen et Bakin. Mais au-delà de la puissance, l'équipage des Rox est miné par une hétérogénéité morale. Barbe Blanche ouvre la marche des pirates d'honneur, capables de faucher des marines à la tonne, mais scandalisés si Rox frappe un enfant. Un fond qu'il révélera pleinement en vieillissant. Gloriosa, dans la même veine, est fidèle au code strict des Kuja. Ensuite, une zone gris foncée avec Rox qui prône la loi du plus fort mais reste loyal au sien. Et Big Mom, déjà sujette à des crises cannibales, oscillant entre maternage et massacre, juste en dessous de Shiki, ni ange ni démon, en quête avant tout de gloire et de liberté. Ensuite Kaido, pour les raisons que l'on connaît, et tout au fond, Wang Zi, opportuniste prêt à attendre la chute de Rox pour s'emparer de la ruche. Cette pyramide de puissance hiérarchisée et d'éthique dissonante prépare mécaniquement des alliances toxiques, des trahisons éclairs et des affrontements dont l'issue déterminera l'ordre du monde à God Valley. Cette gradation morale rend la dislocation de l'équipage inévitable. Quand vos lieutenants vont d'un père adoptif bienveillant à une sociopathe cannibale, la cohésion ne peut que tenir par la peur et l'intérêt immédiat. Dès qu'un adversaire comme Roger ou un danger comme le gouvernement mondial remet la hiérarchie en cause, les fissures éthiques se muent en fractures béantes. Autrement dit, l'escouade Rox a explosé non seulement sous la force des coups reçus, mais aussi sous le poids de ses contradictions internes. Un grain de sable supplémentaire complique encore la dynamique des Rox. La rumeur persistante selon laquelle Hache d'argent aurait été une taupe de la marine. Sur le papier, c'est absurde. Sengoku lui-même le cite comme un grand pirate, titre rarement accordé à de simples figurants. Mais c'est précisément là que le paradoxe devient intéressant. Pour mériter ce label sous l'œil d'un ex-amiral, Hache d'argent devait afficher une carrière de crime, de pillage et de hauts faits, tout en rapportant silencieusement des informations à ses vrais employeurs. Autrement dit, plus il était convaincant dans son rôle de monstre, plus il gagnait la confiance de Rox et donc l'accès à des secrets stratégiques. Si l'on pousse la logique, l'héritage d'infiltration se transmettrait sur plusieurs générations. Beaucoup voient déjà dans X-Drake le petit-fils naturel de Hache d'argent. L'idée d'une famille entière dédiée au double jeu ajoute une couche de tragédie. Drake, né longtemps après la chute de Rox, perpétuerait une mission lancée par un ancêtre dont le nom même est presque effacé de l'histoire officielle. Conséquence potentielle pour la guerre finale, si la marine possède, via cette lignée, un dossier détaillé sur les tactiques, les fruits du démon et même les faiblesses des anciens Rox, elle pourrait détenir un levier décisif. Passons au combat attendu. Le cœur de God Valley, c'est l'instant où pirates et marine brisent le tabou. Face à un Rox prêt à tout, Roger et Garp comprennent qu'aucun camp ne peut l'arrêter seul. D'où un 2 contre 1 d'ouverture. Une alliance strictement pragmatique où Roger verrouille le corps à corps au sabre, tandis que Garp harcèle par des frappes brutes. Là où Rox, sûr de sa suprématie, tente de les isoler pour les abattre séparément. Cette coopération sans poignée de main préfigure la logique de coalition de la saga finale, quand l'ennemi menace l'ordre du monde au point de rendre secondaires les étiquettes de marine et de pirate. Très vite, la pression de Rox révèle un power-up chez Roger. Acculé, il passe d'un acquis des rois offensif à une maîtrise plus fine. Une bascule qui le fait cesser d'être un simple rival de Rox pour le dépasser et qui, narrativement, explique pourquoi il deviendra le roi des pirates sans fruit du démon. Tout simplement car sa couronne, c'est son acquis. Le prix de cette ascension, c'est l'isolement. Au milieu du chaos, Garp interrompt l'échange pour protéger les esclaves et par ricochet les dragons célestes. Il encaisse, détourne, évacue, s'expose pour ouvrir un couloir de fuite aux civils, sortant du duel au sommet et laissant Roger conclure seul, mais scellant son mythe. Résultat, Roger terrasse Rox en tête-à-tête, validant son statut d'homme le plus dangereux des mers, tandis que Garp devient l'emblème d'une justice qui protège d'abord les faibles. Puis Imu entre en scène, prenant le contrôle de Saturne comme il l'a fait avec Gunko sur Elbaf, Gaban ayant laissé entendre la présence d'Imu sur ce théâtre. Et cette arrivée fait comprendre aux Rox qu'ils vont perdre. Ils prennent la fuite, abandonnant leur capitaine, ce qui expliquerait le discours de Kaido sur les pirates qui trahissent. Une fois Roger parti, Imu termine le travail et tue Rox une bonne fois pour toutes. Dans le sillage, l'équipage se disloque, les ambitions incompatibles éclatent au grand jour et chacun prend sa route. God Valley aurait alors servi de triple bascule. Couronnement spirituel de Roger par le Haki, naissance politique de Garp, héros de la marine, et fin de l'équipage des Rox.
Côté affrontement secondaire, ouvrons le bal avec Barbe Blanche contre Garling Figerland. Dans cette reconstitution, le duel ne se contente pas de croiser deux monstres. Newgate, déjà porteur d'une des 12 Saijo Owazamono, ne se réduit pas à ses séismes. Sa lame et un haki avancé l'autorisent à entrer dans le terrain de Garling. Un aristocrate pétri d'une escrime céleste conçue pour corriger les pirates et surtout d'un pouvoir de régénération accordé par le diable. Leur échange bref mais incisif laisserait une marque tangible, la cicatrice que Barbe Blanche évoquera plus tard face à Shanks. Narrativement, ce duel sert de passerelle entre l'idéologie Figerland de prestige et de lignée et l'éthique de Barbe Blanche entre famille choisie, équité et protection des siens. En parallèle, Rayleigh contre Shiki poserait le cadre d'un choc d'épéistes légendaires. Deux haki des rois appliqués au sabre, deux philosophies. Tout ça monté en alternance avec Gaban contre Hache d'Argent. Collision de haches qui souligne le motif d'armes jumelles, même outil, mais vision opposée. Gaban, pilier discret, incarne maîtrise et discipline, alors qu'Hache d'Argent incarne la brutalité raffinée d'un bretteur aux feintes sans scrupules. Ensemble, ces duels offrent un miroir à la génération actuelle. On y pressent la résonance d'un Zoro contre Mihawk, tandis que le rival encore indéfini de Sanji trouve un écho dans l'opposition de style et de personnalité qui structure Gaban et Hache d'Argent. Avec Big Mom et Saturne, un seul contact suffit. Collision de haki, échange de regards, Lin se retrouve placé sur l'échiquier des 5 doyens. On y lit à la fois que Big Mom n'est pas seulement une calamité errante, mais un atout stratégique à réorienter ou neutraliser, et que Saturne, par sa seule présence, rétablit l'ordre politique au cœur du chaos. Plus bas sur le champ, Kaido adolescent, Ochoku et Gangzui face aux chevaliers divins restants. Car au vu de la réaction de Sommers face à Gaban, il est logique de penser que certains d'entre eux ont été neutralisés d'entrée comme Sommers sur Elbaf. Cet affrontement donnerait sa dimension brute à la bataille. Kaido, loin de son apogée, avance en bélier de siège, endurance surnaturelle, coups simples mais phénoménaux et instinct guerrier insensible à la douleur à l'instar de Gangzui, tandis qu'Ochoku pratique une cruauté méthodique comme cibler les soutiens ou prendre des otages. En face, les chevaliers divins révèlent enfin leur cahier de charge, coordination stricte et pouvoir diversifié, confirmant qu'ils ne sont pas des figurants dorés, mais une force dessinée pour contenir des calamités. Le reste des Rocks, avec Capitaine John, Streusen, Babel, Miss Buckin et Don Marlon, croiserait le fer avec l'équipage de Roger, offrant ainsi à chacun son moment de scène. Pris ensemble, ces affrontements épaississent la carte des forces sans voler la vedette au duel central. Ils expliquent cicatrices, rancunes et réputation, autant de pièces qu'une fois emboîtées éclairent la topographie de la guerre finale. Chaque affrontement n'est pas qu'un déferlement de puissance. Il répond à une question dramatique précise qui structure le mythe de God Valley et en projette les ondes sur la suite. Le duel Barbe Blanche contre Garling ne sert pas seulement la démonstration de force, il explique la cicatrice de Newgate et par ricochet une rancœur. De même, un Shiki ébranlé par Rayleigh ou un Hache d'Argent entamé par Gaban laisse des stigmates invisibles qui infléchiront leur trajectoire. Au cœur du flashback se trouve le power-up de Roger, un palier inédit de haki des rois qui recontextualise toute l'échelle du haki montré jusqu'ici et fonde sa légitimité du roi des pirates. Enfin, le sauvetage des esclaves par Garp n'est pas qu'un acte héroïque, il crée une dette morale qui irrigue la marine humaniste comme Kobe, Tashigi ou Fujitora, en opposition à la ligne dure d'Akainu. Quant aux survivants des Rocks, ils quittent God Valley lestés de comptes personnels, autant de mèches qui resteront allumées. Avec ce flashback, l'arc d'Elbaf n'a pas vocation à refermer une intrigue majeure. Il ne clôt rien, il prépare la ligne droite finale. Là où Marineford achevait l'ère Barbe Blanche et scellait le basculement post-ellipse, Elbaf s'annonce comme une rampe d'accès qui aligne les pièces pour rendre crédible l'escalade mondiale à venir. Autrement dit, l'arc d'Elbaf ne met pas un point final, il dresse la scène, allume les projecteurs et rassemble les acteurs pour l'acte suivant. Marineford, Dressrosa et Enies Lobby ont clos des arcs longs dont le climax validait une promesse lancée des dizaines de chapitres plus tôt. Elbaf, à l'inverse, sert d'amorce avec des révélations partielles sur l'histoire des géants, des alliances militaires, des indices sur le Di, la montée en gamme de l'équipage avec des tests ciblés pour Zoro et Sanji, et un rôle accru pour Brook et, espérons-le, Usopp. Et puis surtout, la mise en place de la coalition. C'est un accélérateur, pas la bataille décisive. Un arc qui nous met en ordre de marche pour la guerre finale, plutôt qu'un Marineford bis voué à clôturer une ère. Dans ce cadre, le retour de Dory et Brogy en version cheatée offrirait le stress idéal. Zoro serait forcé de consolider son haki des rois pour franchir le cuir naturel des géants sans se faire broyer au contre.
tandis que Sanji devrait hausser son exosquelette et son Ifrit Job en température, tout en conservant sa mobilité et en débloquant une lecture d'intention grâce à la vision du futur. Un duo Dory et Brogy ainsi buffé impose une marge de progression claire. Zoro ancre la maîtrise soutenue du Haki des rois, Sanji aiguise l'observation et l'anticipation. Autant de jalons qui confirment Elbaf comme un tremplin vers la guerre finale. Mais Elbaf n'est pas qu'un terrain d'entraînement, c'est aussi possiblement l'écosystème logistique capable d'interagir avec les armes antiques, la flotte des géants, leurs chantiers et leur essence mythique qui irrigue leur grande ingénierie navale. Avec le bois d'Adam et des constructions d'exception jusqu'au savoir-faire popularisé par la Galela. Dans ce cadre, Noah, Pluton et l'hypothétique Uranus prennent une toute autre ampleur. Si Elbaf fournit la force motrice, des matériaux ou des techniques capables de résister, voire à endommager ses reliques, il devient une charnière stratégique qui peut faire basculer la guerre en dotant l'alliance d'un outillage entièrement antique. En bref, Dory et Brogy fixent la barre de puissance pour les ailes du futur roi, et l'industrie d'Elbaf dresse les barres d'acier qui soutiendront le théâtre de la guerre finale. Depuis Little Garden, les géants sont restés en marge de grandes coalitions. Le jour où Elbaf prend parti, la carte stratégique du monde bascule. Un ralliement au chapeau de paille offrirait d'un coup une force de choc terrestre que ni la marine ni les Yonko n'ont su aligner. Tandis qu'à l'inverse, si le gouvernement mondial s'empare d'Elbaf par le chantage, il verrouille un bouclier vivant autour de Marie-Joie et de ses routes d'approvisionnement. Dans les deux cas, la neutralité des géants s'évapore et avec elle, un équilibre déjà fragile. Ainsi, l'alignement d'Elbaf devient un multiplicateur de puissance qui accélère la marche vers la guerre finale. Tous ces éléments portent des conséquences directes sur cette saga. Dans un scénario où la menace gouvernementale monte d'un cran, la logique de survie pourrait imposer une coopération tactique entre Luffy et Barbe Noire. L'intérêt narratif serait double. Luffy s'alliant qu'à très court terme sur un objectif unique, comme neutraliser une arme ou protéger des civils. Tandis que Teach y verrait un pari opportuniste pour décrocher un butin, que ce soit un poneglyphe, un territoire, un prisonnier clé, ou juste tenter d'en finir avec Imu. Mais la clé de mise en scène réside dans des clauses strictes. Une durée limitée, un objectif mesurable et surtout une séparation immédiate une fois la cible atteinte. Une trêve de pirates qui exacerbe la tension car le poignard de Teach n'est jamais loin et Luffy ne le tolère que parce que la foudre tombe du ciel. Cette perspective redéfinit aussi l'échelle de puissance. Que signifie égal à Roger? C'est une parité stricte sur un terrain neutre ou une lecture souple qui autorise la surprise sans briser la hiérarchie. Dans ce cadre, God Valley sert de repère. Roger dépasse Rox à l'instant T grâce à un power-up de Haki, mais l'écart reste mesuré pour conserver des sommets à gravir. Parce que au-dessus du duo Roger et Rox, seuls deux entités trônent, Imu et Joy Boy, capables de franchir tous les plafonds. On obtient ainsi une échelle fonctionnelle avec Imu égale à Joy Boy, qui lui est supérieur à Roger, qui lui est supérieur à Rox, qui lui est supérieur à Barbe Blanche Prime, qui lui est supérieur aux Yonko, qui eux sont supérieurs aux Amiraux, etc. Mais cette dynamique reste modulée par les match-ups, comme un pouvoir qui en contre un autre, l'état émotionnel avec le bloom de Haki, et la logistique comme les alliés, les armes, les informations, etc. Autrement dit, révéler God Valley ne fiche pas l'avenir. Même si Oda montre un Roger qui déforme l'air avec son Haki des rois, il garde de la marge pour Imu et Joy Boy, et pour une guerre finale où la coordination comptera autant que la force individuelle. Si Oda révèle enfin God Valley, ce dévoilement rebattra l'écart de la mise à l'échelle de puissance. Il éclairera les vieilles rivalités et posera les jalons de la guerre finale. L'heure est venue de briser l'habitude du hors-champ. Entre déception et inflation, deux formats existent, une immersion longue ou ellipse résumée. Mais le poids de cet arc et l'attente des lecteurs plaident pour montrer vraiment le combat. Les affrontements y fixent les repères, une explosion du Haki de Roger, le sauvetage des esclaves par Garp et la dislocation des Rox. Tandis qu'Elbaf sert de tremplin avec les géants qui choisissent un camp, leurs ressources qui entrent en jeu, ainsi que Zoro et Sanji qui trouvent un test à leur mesure. La hiérarchie reste mobile, avec Im et Joy Boy au-dessus du duo Roger et Rox, si bien que révéler God Valley ne ferme rien. Il restera une montagne à gravir, comme une crête qui s'éclaire au lever du jour. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a exigé un investissement conséquent, donc merci infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en likant, en partageant et en vous abonnant à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. Je vous invite également à explorer mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, cela me fait plaisir et cela contribue à l'essor de la communauté. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et salut!